On parle de l'Internet des objets et de notre souveraineté avec Bernard Benamou, expert de l'Internet et de sa régulation internationale, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, ISN. Bernard Benamou a coordonné le tout récent rapport Internet des objets et souveraineté numérique, perspectives industrielles et enjeux de régulation. Il a été publié en français et en anglais par l'ISN en partenariat avec l'AFNIC. Et l'AFNIC est aussi représenté en plateau avec Lucien Castex, spécialiste du droit et des politiques du numérique, chercheur associé à l'université Sorbonne Nouvelle. Et donc vous êtes le représentant pour les affaires publiques de l'AFNIC, qui est l'association française pour le nommage Internet en coopération, qui assure la gestion du registre des noms de domaine en France. Également avec nous pour parler de l'Internet des objets en visio, ce sera Olivier Beaujard, directeur de l'écosystème LoRa, de la société de semi-conducteurs Semtech. Alors Semtech a racheté en 2012 le français Cycleo, qui est l'inventeur de la technologie LoRa, dédiée à la communication des objets connectés. Et donc Semtech a fondé 3 ans plus tard la LoRa Alliance pour travailler sur sa normalisation et son adoption dans le monde. On va commencer ensemble, Olivier Beaujard, bonjour. Avec cette question déjà, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'Internet des objets? Est-ce que c'est l'ensemble des objets connectés qui constituent, je dirais, un ensemble homogène? Est-ce qu'on peut parler d'un seul et même réseau? C'est quoi cet Internet des objets? Alors, il faut savoir que c'est un terme qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, qui est devenu assez populaire pour cette dernière décennie. Et ça représente en fait un écosystème on va dire de toute la partie des fabricants des réseaux, des objets eux-mêmes, des composants qui sont à l'intérieur. En gros, on dit que ça va du chip jusqu'au cloud, c'est-à-dire des composants jusqu'à Internet. Donc c'est cet ensemble qu'on appelle Internet des objets et qui est représenté au sein de l'Alliance LoRa que je représente ici. Donc pour vous, on peut parler d'un réseau et d'un ensemble homogène? Non, alors, il y a plusieurs réseaux. On va dire, on aimerait bien que ce soit homogène. C'est notre objectif à tous, que ce soit homogène, interopérable. C'est vraiment une somme de différents réseaux. C'est-à-dire qu'il y a déjà un peu comme le téléphone, il y a plusieurs opérateurs par pays. En France, on a la chance d'avoir 2 opérateurs qui utilisent la technologie LoRa et LoRaWAN, qui sont Orange et Bouygues Télécom. Dans d'autres pays, vous allez avoir d'autres opérateurs. Il y a aussi des possibilités d'avoir des réseaux privés. Donc c'est, on va dire, beaucoup de réseaux, faire parler ensemble selon les usages, selon les types de modèles de business, à faire communiquer avec différents types d'objets. Donc c'est là tout le challenge, c'est d'arriver à quelque chose d'interopérable, qui soit exportable partout et qui marche comme on le souhaite. Oui, parce que cette formulation, je la trouve un peu trompeuse, parce que quand on parle d'Internet, de manière générale, on comprend bien, hein, donc c'est cette grande toile. On n'en est pas là sur l'Internet des objets, hein, Bernard Benamou. On est effectivement, alors comme le rappelait Olivier Beaujard, on a quelques décennies maintenant d'expérience sur les objets connectés autres que les ordinateurs. Alors, évidemment, ça a été les téléphones, les tablettes, par la suite d'autres objets électroniques. Mais le vrai enjeu pour les temps qui viennent, c'est le moment où on connectera des objets du quotidien, c'est-à-dire des denrées alimentaires, des médicaments, des vêtements, toutes sortes d'objets, effectivement, qui pour l'instant ne sont pas du tout connectés au réseau et qui pourraient se doter de capteurs, se doter d'outils de connexion pour permettre effectivement d'avoir de nouveaux services. Et c'est un enjeu considérable pour toute la chaîne, je dirais, de production des objets et pour tous les secteurs, le développement durable, le transport, l'économie d'énergie, beaucoup. Tout ce qui est réseau électrique intelligent utilisera énormément de capteurs et d'objets connectés. Et comme l'a dit l'un de nos contributeurs au rapport d'Airbus, vous avez des objets qui portent en eux des centaines, voire des milliers d'objets connectés, comme justement les avions Airbus. Donc par définition, c'est un secteur qui a évolué énormément et qui est sur le point de devenir clé pour les nouveaux grands acteurs de l'Internet que sont les GAFAM et au-delà, et qui est stratégique pour l'Europe dans les temps qui viennent. Lucien Castex, ce n'est pas simplement une évolution d'Internet, c'est vraiment des nouvelles problématiques là, qui émergent avec l'essor de ces objets connectés? Alors tout à fait, ce ne sont pas simplement les problématiques de l'Internet, c'est l'évolution d'Internet. Comme ça a pu être dit, il y a un enjeu stratégique à ces évolutions. D'une part,
on voit qu'il y a différents types d'Internet des objets. On va se situer sur de l'électronique, par exemple avec un smartphone. On va se situer sur des gros objets connectés, par exemple comme une voiture connectée, qui est une sorte de gros smartphone à roues, si l'on peut dire. Et on va aussi trouver de l'usine intelligente, des puces RFID, bien entendu, et on observe une convergence. La ville intelligente aussi. Des villes intelligentes, bien entendu. Bien sûr. Et on observe une convergence de ces technologies, une convergence de ces objets connectés dans plusieurs domaines, des objets qui vont se connecter directement à Internet et des objets qui vont se connecter indirectement à Internet. Pour vous donner un exemple, le téléphone portable que l'on utilise tous les jours peut être, d'une certaine manière, une télécommande qui permet de piloter d'autres objets connectés. Ce qui fait bien sûr pour l'utilisateur possibilité d'avoir de nombreuses applications à ces objets, montres connectées, bien entendu l'application se fait en termes de perception augmentée de ces objets par rapport à d'autres, et ça crée quelque part un nouvel écosystème qui pose des questions, bien sûr, de souveraineté. Alors, vous, dans ce rapport, c'est vraiment la question de la souveraineté numérique. Ça veut dire que vous nous parlez d'un enjeu politique autour du développement de l'Internet des objets. Mais avec cet ensemble très hétérogène, est-ce qu'on peut avoir ce type de questionnement? Est-ce que c'est pas trop hétérogène finalement pour se poser la question d'une souveraineté? On le peut et on le doit. De la même manière, effectivement, que les réseaux traditionnels, enfin l'Internet tel qu'on le connaît depuis une cinquantaine d'années, ou le web depuis une trentaine d'années, posaient des questions nouvelles aux États. Mais ça a été normalisé, c'est un ensemble, c'est un tout. Et nous sommes quelques-uns à y avoir participé, ça a pris très longtemps. Donc effectivement, les choses ont évolué. Il se trouve que là, on est encore au début, parce que ces technologies posent des problèmes industriels, posent des problèmes technologiques qui, pour certains, sont sur le point d'être résolus, mais n'ont pas été. Et donc, on est encore dans le moment où on peut se poser des questions de fond sur la protection des libertés, la protection des données personnelles, le droit au silence des puces, c'est-à-dire la possibilité de faire en sorte qu'elles ne parlent pas contre les utilisateurs eux-mêmes. Toutes ces questions-là sont sur le terrain juridique depuis longtemps. Elles pourraient avoir une traduction politique, technologique dans les années à venir. Et c'est d'autant plus important que ça pourra conditionner nos modes de vie, comme on le voit. Vous parliez de villes intelligentes ou de villes connectées. Il y a des villes intelligentes comme celle de Toronto que Google voulait gérer, qui ont posé de tels problèmes. Ça s'est pas très bien passé. Ça s'est passé extrêmement mal. Et effectivement, les habitants de Toronto ont fini par dire: on n'a pas élu le patron de Google, nous ne voulons pas qu'il dirige nos vies pour récupérer nos informations personnelles et les traiter d'une manière qui ne nous plaît pas. Et donc c'est vrai. Le problème, c'est qu'on a délégué le pouvoir politique à un géant du numérique. Absolument. Et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que quand on considère normal que ces entreprises aient un pouvoir politique et on le voit, on l'a beaucoup discuté ici même, je crois, avec Facebook et d'autres, Facebook, YouTube, etc., qui ont un pouvoir d'influence politique, mais quand c'est véritablement gérer une ville, gérer une région grâce à ces technologies, on l'a vu à l'extrême en Chine, avec le crédit social, qui est une chose effrayante et orwellienne pour nous, Européens, où chaque individu est noté, chaque action peut être faire l'objet d'une baisse de la note d'une personne qui va le conduire littéralement à la faillite si en gros il se comporte mal vu du Parti communiste chinois. Toutes ces choses-là, nous n'en voulons pas, nous, en Europe. Et mieux que cela, il y a une opportunité de créer, c'est un peu la thèse du rapport, une troisième voie européenne à égale distance entre Facebook d'un côté, je dirais, et de l'autre côté, le crédit social chinois. Et il y a une vraie, je dirais, opportunité stratégique pour nous, Européens, dans ces domaines. Et peut-être pour qu'on prenne bien la dimension, c'est que jusqu'ici, ce scoring social, on le doit à nous-mêmes. C'est-à-dire c'est ce que l'on va communiquer, diffuser sur les réseaux sociaux, alors que demain, ce seront les objets qui parleront pour nous. Et sans pas même qu'on en ait conscience. Voilà, sans même qu'on en ait conscience. De manière très transparente. Absolument. Olivier Beaujard, au sein de la LoRa Alliance, sur quoi travaillez-vous spécifiquement? Vous êtes plus sur un travail de normalisation technologique? Alors, c'est un des axes de travail, effectivement, la normalisation. On s'assure également, on a un comité de certification de la qualité des objets et s'assurer qu'ils sont interopérables avec les différents réseaux dans le monde. Et aussi, la majeure partie de l'activité, c'est du marketing pour faire connaître la technologie de la LoRa Alliance. Et en ce moment, un des axes les plus forts, c'est étendre ce qu'on appelle le roaming, c'est l'interconnexion d'un réseau à l'autre et d'un pays à l'autre pour avoir une couverture absolument globale. Et on est aujourd'hui à plus de 160 pays, 150 opérateurs dans le monde.
avec différents modèles. Donc, c'est ça notre axe de travail majeur, étendre la couverture pour que les objets puissent se connecter. Ce qui est intéressant, Olivier Beaujard, c'est que la LoRa Alliance, c'est né en France, et le principal concurrent, Sigfox, c'est né en France. Donc on a une longueur d'avance finalement, non, sur la communication des objets connectés? Alors oui, tout à fait. Au niveau de la technologie, c'est quand on s'est mis à faire des technologies extrêmement basse consommation. Donc vous avez cité LoRa, qui a été créée en France, Sigfox également. Là, effectivement, on a une longueur d'avance. C'est de l'expertise radio qui a été née en France. Et l'Alliance LoRa, juste pour corriger, elle est mondiale. Elle est enregistrée aux États-Unis, mais ça a été créé en France et la majorité des membres, des acteurs, sont européens aujourd'hui. Alors, pour revenir à votre travail principal, l'AFNIC, quel rôle peut jouer l'AFNIC demain dans le monde des objets connectés? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nommage, d'adressage spécifique pour les objets. Alors, en l'occurrence, effectivement, comme vous l'avez rappelé, l'AFNIC joue un rôle important en matière de registre Internet. Et en disant ça, en fait, vous dites DNS. Le DNS, qui est une infrastructure qui est résiliente, qui est solide, qui est ancienne et qui en fait porte l'intégralité ou presque des usages de l'Internet d'aujourd'hui. C'est une infrastructure qui date de 1983, qui est montée en charge, qui tient la charge, et on l'a vu d'autant plus avec la crise sanitaire. L'augmentation des usages a testé les infrastructures d'Internet et ces infrastructures ont fonctionné. Et l'AFNIC a une expérience de ce que l'on pourrait appeler ce sous-jacent d'Internet, la capacité d'interconnecter, la capacité de résoudre donc des adresses IP, et c'est s'appuyer sur ce qui fait la force de l'Internet traditionnel, c'est-à-dire... Mais on peut avoir le même système de nommage pour un site Internet et pour un objet connecté? Alors pourquoi pas? Vous vous appuyez sur ce qui a fait la force d'Internet, c'est-à-dire, quelque part, son caractère standardisé, son caractère sécurisé, son caractère ouvert, son caractère interopérable, qui permet la connexion à une multitude de sites web, résolution d'adresses, qui permet bien sûr le fonctionnement du courrier électronique, et vous pouvez dès lors l'appliquer, l'étendre aux objets connectés, pour résoudre l'une des difficultés qu'il y a en matière d'objets connectés, à savoir la multitude de procédures et de processus d'identification différents qui existent, et leur permettre de communiquer. D'une part, leur permettre de communiquer entre eux et leur permettre en fait de communiquer avec Internet. Et ça, aujourd'hui, il y a un consensus mondial là-dessus, au niveau des instances de régulation? Il y a des réflexions, on va dire, sur le sujet. Il n'y a pas de consensus à proprement parler. Autre difficulté, je dirais, Bernard Benamou, c'est que cet Internet des objets qu'on appelle de nos voeux être plus respectueux de nos données personnelles, est-ce que c'est simplement possible, puisque leur job, justement, c'est de tout connecter, de collecter de l'information en permanence? En apparence, cela semble être un paradoxe. En apparence, ça semble impossible. Non, c'est possible, cela dépend de l'architecture. À l'instant, il était question des architectures de nommage, donc d'identification des objets. Il y a aussi évidemment tout ce qui sera architecture de traitement, de stockage des informations issues de ces objets. Puisque vous le rappeliez, ces objets parleront de nous, puisqu'ils seront autour de nous, dans nos habitations, sur les personnes elles-mêmes, au travers des vêtements connectés par exemple, ou des denrées alimentaires ou autres. Donc par définition, la vraie question, c'est comment on va traiter ces informations. Est-ce qu'on pourra aller, comme on l'a vu pour l'Internet traditionnel, ou en tout cas pour les réseaux sociaux, vers des systèmes opaques de data brokers, donc de courtiers en données à l'échelle mondiale, qui échangent des profils sur les personnes, et on voit bien les limites que cela a. Même aux États-Unis aujourd'hui, des sociétés comme Apple s'opposent à ce traitement massif de micro-ciblage des personnes, ce qu'on appelle là-bas micro-targeting. Je pense que l'Internet des objets nous donne, nous impose une réflexion sur le futur de la société dans laquelle on veut vivre, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'on veut que ces objets nous soient utiles ou soient utiles à d'autres, ou comme pour les réseaux sociaux, que nous soyons le produit de ces objets ou que nous en soyons les maîtres. Et alors la clé, c'est quoi? Ce serait l'anonymisation systématique déjà des infos qui sont collectées? Je pense que c'en est un. On parle de minimisation, d'anonymisation. Enfin, il y a plusieurs processus ou d'agrégation pour éviter que ce ne soit qu'une seule personne qui soit traitée. Mais je pense qu'au fin fond des choses, il nous faudra effectivement établir un mode de fonctionnement de ces objets. Je parlais tout à l'heure de droit au silence des puces, c'est-à-dire la capacité d'éteindre l'objet si on ne souhaite pas qu'il parle. Donc un niveau de maîtrise qui pour l'instant n'est pas
encore, je dirais, uniformément respectées. Et je pense qu'à terme, puisqu'on parlait tout à l'heure des puces RFID, les puces, par exemple, devront pouvoir être déconnectées, ce qui est pour la plupart d'entre elles pas le cas. Donc, par définition, il y a des modifications industrielles, un peu comme pour le RGPD, on a parlé de privacy by design. Je pense qu'il faudra inclure dans l'architecture même de ces technologies, dans le fait qu'elles traitent localement, par exemple, les données personnelles, plutôt que de les envoyer. Tout à l'heure, Olivier Beaujard parlait en disant, c'est depuis la puce RFID jusqu'au cloud. La question, c'est qu'est-ce qu'on envoie sur le cloud? Qu'est-ce qu'on veut traiter localement? Qu'est-ce que l'on considère comme étant à ce point sensible? Par exemple, les données de santé, puisque la santé connectée utilisera massivement des objets autour de nous, des capteurs, des outils effectivement de mesure. Par définition, il nous faut effectivement établir des limites nouvelles. C'est un peu l'objet du texte européen qui est étudié en ce moment, le Data Governance Act, sur la nature effectivement des traitements de données par des opérateurs qui pour l'instant sont peu connus du grand public, donc c'est data brokers. Et je dirais que l'Internet des objets pose ces questions de façon encore plus intense, parce que nous aurons autour de nous, dans notre vie quotidienne, non pas quelques objets, quelques dizaines d'objets connectés, comme c'est le cas aujourd'hui, mais quelques centaines ou quelques milliers d'objets connectés dans l'ensemble de nos maisons, dans l'ensemble de nos lieux de travail. Et ça, c'est vraiment une perspective qui est à la fois industriellement extraordinairement importante, mais qui pose des questions nouvelles. Et donc, entre Minority Report d'un côté et Gattaca de l'autre, je pense qu'il doit y avoir un chemin européen pour essayer d'éviter effectivement des scénarios inquiétants. Ça veut dire qu'il faut être capable aussi de recenser l'ensemble de ces objets connectés. Alors Il faudrait une déclaration, un registre. Comment on fait ça? Alors pour rebondir, je dirais qu'effectivement, quand on parle d'Internet des objets, on a un rapprochement du corps, on a un rapprochement physique quelque part d'Internet. C'est le téléphone portable, mais c'est aussi tous les objets que l'on porte, comme ça a pu être dit, effectivement, potentiellement une puce RFID dans un vêtement ou dans un produit alimentaire. Et ce rapprochement physique pose des problèmes de confiance, pose des problèmes également en termes d'acceptabilité sociale des technologies qui dépassent la question de l'Internet des objets, mais l'Internet des objets le montre de façon particulièrement saillante. Et sortir des silos, ce que peut permettre de faire notamment le DNS, donc rentrer dans une infrastructure ouverte, stable et éprouvée, quelque part, ça renforce cette confiance. Ça permet à l'utilisateur d'être confiant quant à l'utilisation potentiellement de ses données, la protection de sa vie privée. Imaginez que vous portiez une montre qui puisse, dès lors, identifier où vous êtes à tout moment, donner des informations médicales sensibles. Ce qui est le cas, ce qui est le cas aujourd'hui. Tout à fait. Alors, bon, c'est pas une montre connectée que je porte aujourd'hui, mais vous voyez les questions que ça peut poser. Et quelque part, ça pose aussi des questions d'interopérabilité, de communication entre les objets et donc de durabilité. Encore une fois, ça pose la question quand même du recensement de l'ensemble de ces objets et des données qu'ils collectent. Qui contrôle, comment, enfin, quelle est l'architecture aujourd'hui qui permet d'avoir toutes ces informations? Il est clair qu'on a tout à l'heure, Lucien parlait de silos. On a des silos qui sont liés à des grandes sociétés qui gèrent eux-mêmes leurs objets. C'est le cas d'Amazon autour de ces enceintes connectées, d'Apple avec ses différents objets connectés et d'autres, de Google aussi, et qui chacun utilise des systèmes propriétaires fermés, non interopérables. On peut le changer, ça? Absolument. Le but, ce serait d'établir un minimum d'interopérabilité entre les différentes catégories d'objets connectés. C'est un peu le débat qui a lieu aussi sur l'Internet aujourd'hui pour rendre les données portables, pour rendre les systèmes et les réseaux sociaux interopérables, ce qui ne sont évidemment pas aujourd'hui. La même question se pose pour les objets, de manière à faire en sorte qu'on crée des services qui vont relier, je dirais, la maîtrise de l'énergie à la consommation ou au bien-être ou à la santé, etc. etc. C'est-à-dire faire des choses nouvelles à partir de l'interconnexion des objets. Et vous avez raison, l'identification et les registres qui seront utilisés. Je sais qu'historiquement, la FNIC a beaucoup travaillé justement sur le fait d'adapter le registre essentiel qu'est le DNS, qui est le registre mondial des ressources, des sites sur Internet, à effectivement l'Internet des objets. Ce sera un des grands enjeux, parce qu'il nous faut effectivement une technologie de confiance, stable, en très mauvais français scalable, qui puisse monter en puissance. Et effectivement, là-dessus, tout à l'heure, c'était rappelé, le DNS a montré cette capacité d'évolution. Bien souvent, on a dit le DNS va finir par être essoufflé à genoux, etc. Pas du tout, jamais. Et donc, on a des problèmes liés au DNS. On a des attaques. Récemment, on a encore beaucoup parlé des attaques en déni de service, justement liées à cette infrastructure. Mais globalement, le système est robuste. La question, c'est est-ce qu'on sera à même de construire un Internet des objets robuste, moins piratable, avec un niveau de confiance, de chiffrement pour ce qui est justement de l'accès et de reconnaissance de l'usager. Parce qu'à l'heure actuelle, on parlait de puce RFID tout à l'heure, la puce RFID que vous trouvez sur un vêtement, sur un objet, aujourd'hui, n'importe qui peut l'interroger
et elle répond à n'importe qui. Donc à terme, la question sera de faire en sorte qu'elle ne réponde qu'à son utilisateur légitime et qu'il puisse, le cas échéant, là aussi la désactiver s'il considère qu'il ne veut plus qu'un objet parle, entre guillemets, de son propriétaire. C'est pas une mince affaire, ça vaut bien un rapport comme celui-ci. Alors, on arrive à la fin de ce débat. Je voulais juste un dernier mot de la part d'Olivier Beaujard. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de non-acceptabilité de ces objets connectés de la part des citoyens? C'est un des défis importants à relever pour la LoRa Alliance, notamment. Alors, la LoRa Alliance, elle met à disposition les outils. On se concentre sur la technologie, outils logiciels et matériels. Mais vous avez tout à fait raison. Si on veut que les objets soient utilisés par le grand public, il faut que ça leur rende service. Donc, aujourd'hui, sans le savoir, il y a plein d'objets connectés utilisés. LoRa est déjà déployé à plus de 180 millions d'unités dans le monde. Que ce soit la qualité de l'air, trouver s'il y a des fuites d'eau ou autre, donc ça ne se voit pas. Ou des relevés de compteurs, mais il faut vraiment rendre un service à l'utilisateur pour que ce soit accepté. Ça va être de la valeur, d'accès à quelque chose qu'il n'avait pas ou qu'il ne pouvait pas faire avant. Et la technologie LoRa, on voit les photos à l'écran, c'est une techno qui est surtout dans les capteurs industriels qu'on voyait à l'écran et pas dans le téléphone, pas aujourd'hui. Bon, mais je ne sais pas si on aura vraiment le choix, parce que, vous le dites, effectivement, on ne les voit pas forcément non plus, ces objets connectés. C'est pour ça qu'il faut un débat, il faut qu'il y ait une véritable concertation avec les citoyens pour que cet Internet-là ne devienne pas effectivement un cauchemar de science-fiction, mais bien un apport stratégique, économique et de civilisation dans nos vies. Et c'est un grand enjeu pour la décennie qui vient. Merci beaucoup, Olivier Beaujard, senior directeur LoRa Écosystème chez Semtech. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRa. Merci à Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, et puis à Lucien Castec, représentant pour les affaires publiques de l'AFNIC. Et merci pour votre rapport que j'ai lu avec attention. Juste après la pause, on retrouve notre coach start-up et ses conseils autour de la création de marque.